pas les capacités de le faire. J'ai eu un enregistreur là, cet été pour commencer des prises de son, mais je commence tout juste. Et puis, c'est étudier, recréer des paysages sonores anciens, c'est vraiment un travail à temps plein. C'est des heures et des heures de recherche dans les textes, dans les données archéologiques. C'est des heures et des heures d'enregistrement sur le terrain, ensuite de travail sur le logiciel, tout ça. Il y a une personne en France qui le fait. Elle est chercheuse à Lyon, elle s'appelle Mylène Pardoen. Et elle est archéologue du paysage sonore. C'est vraiment un métier qu'elle a créé. Et elle est la seule à le faire en France. J'ai eu la chance de l'écouter 2 fois en conférence, dont une fois cet été. Et d'ailleurs, ma conférence, en fait, quand j'ai entendu faire sa présentation, je me suis dit, zut, si quelqu'un assiste aussi à la mienne, il va penser que... Ouais, peut-être l'interférence. On comprend quand même. On t'entend plus. Ils vont penser que j'ai plagié. Non, en fait, on a un peu... ça m'a conforté dans mon idée, puisqu'on a un peu les mêmes idées. Donc voilà, donc moi j'ai pas du tout cette prétention de faire le travail de Mylène Pardoen, mais moi vraiment mon but aujourd'hui c'est vraiment de vous sensibiliser à ce domaine du son. Louis, ça fait partie quand même de nos 5 sens, c'est quelque chose qui reste très important pour nous. On l'utilise dans notre vie au quotidien, mais on n'y prête pas vraiment attention. Et du coup, voilà, c'est vraiment de vous faire davantage prendre conscience de cet environnement sonore et de vous réapprendre peut-être à écouter, à vous poser et à écouter vraiment les choses qu'il y a autour de vous. Je poserai aussi peut-être des questions, des questions sans réponse, en suspens, mais qui permettront aussi de vous faire cogiter un peu pour de la matière future. Donc là, dans un premier temps, je vais vous présenter quand même, je vais vous parler un peu du son. Qu'est-ce que c'est que le son ? Également, qu'est-ce que c'est que le paysage sonore ? Et puis ensuite, je vous ferai découvrir des sons, comme on peut imaginer qu'on pouvait entendre au temps des Vikings. Et puis, ce sera un peu sous forme de devinette, puisque je vous ferai écouter les sons et vous essaierez d'identifier de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que le son ? Le son, c'est une vibration de l'air. C'est tous les signaux qui sont perçus par notre oreille. Donc le son est composé de plusieurs paramètres. La fréquence, on va aussi parler de la hauteur, c'est-à-dire les aigus ou les graves. Vous avez également l'intensité, c'est-à-dire le volume. Le timbre, mais ça je mets entre parenthèses. Et puis le temps. Donc, pourquoi je mets entre parenthèses l'intensité ? Puisque là, vous avez une représentation de ce qu'on appelle un sonagramme. Donc c'est quelque chose qui permet de voir le son. Et du coup, le timbre n'est pas représenté là-dessus. Mais ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que le son, dans les paramètres, il y a le temps. Ce qui fait qu'un son a une temporalité, et puis comme je vous disais au début, ça en fait du coup vraiment un élément, un objet historique. Quand on étudie le son et qu'on veut faire une étude historique là-dessus, il y a d'autres choses à prendre en compte. Alors les AMHR, forcément vous allez comprendre de quoi je parle, les mentalités elles évoluent. Et ce qui fait que notre manière d'écouter, notre manière de ressentir, de percevoir les sons n'est pas forcément les mêmes. Je prends un exemple de moi quand j'étais petite, je me souviens de certains anciens qui étaient affolés quand ils entendaient un avion dans le ciel, chose que pour nous c'est plus quelque chose en tout cas nous chez nous ici, c'est plus quelque chose qui nous affole, mais eux avec ce qu'ils avaient vécu, forcément ça leur envoyait une autre réalité. Et puis il y a autre chose aussi, c'est la subjectivité. La perception sonore peut varier d'un individu à un autre. Elle peut également varier pour un même individu en fonction de ce qu'il est en train de faire, de ses actions, de son humeur aussi. On n'entend pas tous de la même manière. Et du coup, ça me permet de faire un lien avec ce que c'est qu'un bruit. Puisque souvent, on dit, on entend parler... Voilà, il y a le bruit de ci, le bruit de ça. Donc, qu'est-ce que c'est un bruit par rapport à un son ? Un bruit, c'est un son. Mylène Pardoen nous dit que c'est un son qui n'a pas de note, qui n'est pas une note.
J'avais bien aimé aussi le Hugues Genevois, qui est un ingénieur acousticien que j'avais rencontré en 2010 lors d'une conférence, et qui expliquait que pour lui, le bruit, c'était quelque chose, c'était un son qui était gênant. Il donnait l'exemple, par exemple, d'un chant d'oiseau. Un chant d'oiseau, on a tendance à trouver ça assez joli, on est dans la nature, le chant d'oiseau est beau. On est en pleine conversation avec quelqu'un, là par contre, l'oiseau qui vient nous piailler dans les oreilles, ça nous plaît moins. Donc voilà, le côté bruit, moi j'aime bien utiliser ça maintenant, du coup, quand un son, je le trouve agréable, je vais utiliser le terme de son, et si je le trouve plutôt désagréable, je vais utiliser le terme de bruit. J'en viens maintenant à vous parler du paysage sonore, plus précisément, puisque le paysage sonore, c'est un ensemble de sons. Alors c'est un terme qui a été créé par Murray Schafer, qui est décédé en 2021. C'est un Canadien qui était compositeur, pédagogue, chercheur, artiste visuel, environnementaliste et conférencier. Et pour lui, c'est l'ensemble des sons qui caractérisent un endroit. Vous prenez un port de pêche, vous n'aurez évidemment pas les mêmes sons caractéristiques qu'une grande ville dans les terres. Et le paysage sonore, c'est ce qui va permettre d'identifier un lieu uniquement grâce au son. Lors d'une conférence que j'avais suivie, il y avait un petit quiz où il faisait entendre des villes différentes à travers le monde. Et certaines personnes arrivaient clairement à identifier en fonction du son des moyens de transport, voilà, des trucs typiques de la ville. Donc voilà, ça permet d'identifier un lieu et éventuellement aussi une époque, puisque comme je vous disais, les techniques évoluent. Donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les sons qui sont caractéristiques à un endroit, ceux qui sont nombreux, qui se répètent souvent, etc. Les cloches d'une église peuvent teinter différemment en fonction des églises et peuvent permettre d'identifier une ville ou un village. Donc tout ça, c'est le paysage sonore, donc c'est chouette, mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut les enregistrer sans problème. Mais il faut imaginer qu'au temps du Moyen-Âge ou au temps des Vikings, on n'avait pas tout ce matériel. Donc forcément, les sons qu'on étudie, les sons d'autrefois, on les a perdus. Donc c'est à nous d'essayer de les reconstituer avec ce qu'on a. Encore une fois, un peu comme les AMHE, donc à travers des iconographies, des archives quand il y en a, il n'y en a pas chez les Vikings, l'archéologie expérimentale, etc. Donc même si on arrive à recréer des sons en utilisant de la reconstitution, ça reste de la reconstitution et une de nos interprétations, donc ce ne sera pas forcément l'exactitude de ce qu'on entendait à l'époque. Donc voilà, maintenant je vais vous proposer d'écouter des sons et vous allez essayer, vous pouvez fermer les yeux, puisque comme ça vous ne serez pas pollué par l'environnement visuel et tout ça. Et de quoi ? Et du coup, voilà. Alors là, évidemment, il y en a une grande partie à qui je vais demander de ne pas répondre tout de suite. Je dirais commencer. Donc là, il y en a. Je vais peut-être donner la parole à ceux qui n'ont pas participé au stage. Est-ce que vous avez une idée ?
Effectivement. Donc épée bouclier et duel. Et oui, Stéphane, tu as fait une remarque. Oui, ça résonne. Oui. C'est un lieu fermé, puis on n'entendait pas. Oui, ça résonne. Ça a été, la captation s'est faite dans un lieu, pas à l'extérieur. Donc voilà, bien reconnu, avec la réverbération en fait. Là, on a entendu combat épée contre bouclier. Le deuxième. Ah, il y a bien quelqu'un qui marche. Non, pas de bâton de marche. Ça semble à l'extérieur. Non, on est à l'intérieur. On est toujours à l'intérieur, là. Personne n'a une piste. Quelqu'un... Alors, on est toujours... Là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de préciser, mais là, la première... les premiers sons que vous allez entendre, c'est lié au combat. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait... Ah oui, je ne vous ai pas précisé, mémorisez bien les sons que vous allez entendre. Parce que vous en avez besoin après. Donc là, c'était Côte de Maille contre bouclier. Oui. Est-ce que c'est pas un travail de une lame, quelque chose comme ça? Il y a bien une lame. Des coups d'épée contre une Côte de Maille. C'est ça. C'était une épée et dans les sons, en fait, l'épée vient d'abord taper le casque de Bob et vient ripper ensuite sur la Côte de Maille. Toujours dans le même thème. Oui. Alors non, ça aurait pas fait ce son-là avec le cuir. Mais on n'est pas loin. Non. C'est juste avec du coton ou du lin, il y en a dit en lin qui marche dedans, enfin avec, je veux dire, c'est dedans, voilà. Mais c'est toujours la Côte de Maille. Sauf que là, il est toujours en train de... Enfin, tout à l'heure, il y avait vraiment les coups contre le bouclier. Là, il marche juste. Il n'y a pas le bouclier qui vient taper. Mais on dirait, en fait, c'est vrai qu'on dirait quelqu'un qui marche dans des graviers. Et non, c'est bien la Côte de Maille, en fait, qui a le petit mouvement de balancier et ce petit mouvement-là, en fait.
Alors voilà, donc ça c'était le petit dossier en lien avec le combat. Alors pourquoi je l'ai mis en premier? Parce qu'évidemment là on est quand même dans un stage de combat viking. Et donc voilà, pour moi c'était un peu le premier élément. Maintenant on va passer à la menuiserie, puisque notre association étant spécialisée dans la fabrication du bouclier, la menuiserie a quand même une part importante. Et puis je pense que vous avez aussi vu tout le travail de bois fait autour des tentes, des coffres, tout ça. Donc voilà, la menuiserie. Alors, est-ce qu'il y a des menuisiers dans la salle? Ou des qui connaissent un peu la menuiserie? Oui, oui, c'est ça, c'est une plane. Alors, je vais vous montrer la photo. Hop. Et voilà l'outil. Alors ça, c'est chouette parce que du coup, on a les outils qu'on peut présenter. Alors voilà, ça s'appelle une plane. Et vraiment, on vient, par exemple, contre le bouclier. Si tu veux. Putain, il a même pas déballé. Non. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de venir gratter de la matière pour aplanir une surface. Donc là vous voyez que c'est un bouclier qui est en train d'être aplani. Alors, même si vous n'avez pas l'outil historique chez vous, je pense que ce son-là, vous le connaissez peut-être un peu, même ceux qui bricolent un peu, peut-être une idée. Une scie. Une scie. Hop. Alors, je vais vous montrer la photo. Et puis, voilà. Oui, je fais... C'est vrai que je peux le dire maintenant, mais les outils que là vous entendez, c'est des outils reconstitués à partir d'outils retrouvés dans un coffre, le coffre de Mastermyr, donc en Suède. Refabriqué. Ce sont vraiment des outils, pour le coup, reconstitués à partir d'outils scandinaves du temps des Vikings. Taille. De quoi? Quelque chose qui est taillé. Ouais. Oui, des ciseaux à bois. Des? Ciseaux à bois. Non. Pas un marteau, mais... Maillet. Non. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont eu déjà dans les mains. Maillet. Non. Une hache. Une hache. Hop. Tout simplement. Oui. Oui, mais comme la scie, c'est plus courant que la plane, par exemple.
Pas de maillet. Non. Non. C'est une herminette. Donc c'est vrai qu'au niveau du manche, enfin voilà, c'est ça. C'est, vous voyez l'embout qui est ici, hop, recourbé. Rabot? Un couteau, tout simplement un couteau qui est en train de tailler un bout de bois. Là, j'en ai pas, mais demandez. Enfin, je pense qu'une partie des gens ici est équipée d'un couteau. Alors, bon, si je dis cuillère de la honte, cuillère tout simplement, ça va peut-être ça va parler à certains. Pour le cuir, C'est un outil, enfin, ça permet de creuser en fait une croche. Alors qu'il y a une tradition dans l'administration, c'est chacun fait sa cuillère. Et vu qu'on souvent pas le temps de faire sa cuillère avant d'aller en classe, chacun mange avec une des cuillères de la honte. Les cuillères de la honte, c'est celles qui ont été commencées, mais pas encore finies. Alors ils mangent avec un truc moche, donc on a une cuillère de la honte. Voilà. Du coup, ça c'est une cuillère de la honte. Une vrille. Alors, est-ce que c'est pas tout à fait la même chose, mais on s'en rapproche. C'est bien quelque chose qui va permettre de faire des trous. Une forêt? J'ai entendu quelque chose là, mais... Un forêt? Non. Une chignole. Alors, j'ai entendu le terme, mais c'est... alors après, il y a peut-être d'autres termes, mais c'est une cuillère. On a un problème avec les cuillères. Un petit objet, je ne sais pas si tu veux faire passer pour qu'il voit un peu mieux. Et donc ça permet de creuser. Une cuillère. Oui, je ne vais pas faire exprès de mettre la croche qui creuse la cuillère avant la cuillère.
Ouais, tire-bouchon qui coupe quoi. Pour faire un truc dans le bouchon quand on veut pas enlever. Ouais. Donc maintenant, on va mettre de côté la menuiserie et puis on va rentrer dans la forge. Alors là, c'est pas un son spécifique à la forge. Ah oui, à la fin, tu changes de client. C'est dessus. C'est de la braise. Voilà, c'est la braise, tout simplement. Et enfin, la braise, forcément, hein, le feu, on l'utilisait pas que pour la forge, on l'utilisait pour les foyers, les choses comme ça. Donc voilà. Mais vu que j'ai capté au moment où on a fait des captations au niveau de la forge, voilà. Déjà quelqu'un qui l'a dit, le soufflet. Donc là, c'est vraiment, vous avez peut-être entendu aussi le crépitement des braises. Là, la captation s'est faite au niveau, justement, là, vous avez la photo. La captation s'est faite au niveau de la sortie du soufflet. Donc comme ça, il y avait à la fois le son du soufflet, c'est un double soufflet d'ailleurs, et vous avez les sons du crépitement de la braise. Là, du coup, pas très différent. Ouais, en fait, c'est ça, c'est toujours là, voilà, vous avez le double soufflet, donc au moment qu'il y en a un qui monte, l'autre descend, et normalement ça doit se faire très régulièrement. Ce que vous entendez, en fait, c'est vous avez les soufflets et vous avez les clapets ici. Vous voyez que même sur une même machine, en fait, on peut capter plein de sons différents. Donc plus la machine est grande et sophistiquée avec plein d'éléments, plus on a de sons. Mais voilà, c'est intéressant de voir que sur une même chose, on peut capter différentes choses. Là, tout simplement, oui, c'est la forge sur une petite enclume. Oui, c'est vrai, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette forge portative, elle est historique, et la pierre que vous voyez, elle est gravée, et ça représente un motif, un dieu viking, Loki, et puis c'est issu d'une légende viking. Donc voilà, c'est encore un élément historique sur lequel le travail est fait. Ils disent pas qu'elle a pris feu là. Non. Alors je l'ai entendu.
Je sais qu'il y en a qui l'ont dit ici. Et là, je crois. La trempe, donc une fois que le métal a été chauffé, on le trempe tout de suite. C'est un procédé qui permet de durcir le métal. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à la fin, il y a la petite goutte d'eau. Au moment où la barre de métal a été sortie du seau, il y a la petite goutte d'eau en fait, qu'on entend. Donc voilà, le seau de trempe, pas très historique là pour le coup. Bien, alors la prochaine série, je vais vous emmener sur l'eau. On a eu vraiment la chance avec Vivien d'aller sur un bateau viking cet été, des copains du clan du Vestfold, une association une association de reconstitution viking qui est basée dans le nord-est de la France. Ils sont venus pour une fête médiévale à Brocéliande. Ils avaient emmené leur bateau avec eux. Et voilà, du coup j'ai pu faire des captations sonores sur le navire. Donc voilà, je vais vous laisser essayer. Enfin, je vais vous laisser écouter. Ouais, c'est ça, le son, les clapotis de l'eau contre le navire. On avait ramé un peu et puis ensuite on a arrêté de ramer, on a laissé le bateau avancer. Et voilà, donc moi je suis penchée au-dessus de la coque à capter au plus près de l'eau en évitant de ne pas tremper le capteur sonore. Donc voilà, l'allure de là. Je cherchais le nom l'autre fois. Voilà. Et puis là, il n'y a pas. On avait l'eau très calme. Bah là, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de gros clapotis, des vagues qui venaient cogner contre la coque, tout ça. Et ça, je pense que c'est aussi des sons qui sont super intéressants à capter, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion. Non. J'ai pas entendu. Le grincement du vent. Non. D'accord. C'est le vent qui grince avec le vent? Jamais. Le vent qui dit le bas. Non. C'est une rame. Ah, une rame. C'est une rame. Sort du son, Combien de Oui. C'est pas vraiment le bois qui grince. J'ai entendu quelque part. Hein. Oui, c'est le gouvernail. Alors on entend la partie qui est dans l'eau, vous entendez les mouvements de l'eau quand il change de sens, et vous avez également une partie de cuir, quand justement il bouge la barre, il y a le cuir qui vient frotter contre le bateau. Donc voilà, donc c'était rigolo parce que... De quoi ? Oui, on peut la remettre.
Donc c'est vrai que là c'était vraiment intéressant parce que, alors moi j'ai pas vu, parce qu'encore une fois j'étais penchée par-dessus le bord, mais apparemment Thorgrim au bout d'un... Enfin, alors déjà c'était génial parce que on était quand même le bateau entier, c'est un petit bateau de 12 rameurs. Et donc tout le monde a vraiment joué le jeu parce qu'à partir du moment où je lançais la captation, il n'y avait vraiment plus un bruit sur le bateau. Et ce qui était super aussi, c'est que Thorgrim, donc le capitaine que vous voyez, il connaît vraiment par cœur son bateau et c'est orienté en me disant là, tu auras un son qui sera intéressant, ici ce sera chouette. Et en fait, quand on était parti sur le gouvernail, donc vraiment le son du gouvernail dans l'eau, et quand le cuir a commencé à faire un peu de bruit, enfin à produire un son, il y a apparemment, il a regardé Vivien du genre zut, et en fait Vivien lui a fait un signe du genre non mais continue parce qu'en fait c'est très intéressant, et du coup il a accentué ensuite le mouvement pour qu'on entende bien le son, ce son là. C'est les rameurs. Alors forcément, là, je captais le son au niveau du rame, donc il y en a une qui ressort plus, mais là, tout le monde est en train de ramer. Donc là, vous avez une idée du bateau. Et en fait, on a le son de la rame qui plonge dans l'eau et le mouvement de la rame qui vient cogner justement dans les dames de nage. Donc on a vraiment ce mouvement de choc au moment de relever. Enfin, au moment où on fait vraiment ce mouvement-là, on vient taper et ensuite on met dans l'eau, etc. Bien, voilà pour le bateau. Pour le son suivant, alors encore une fois, j'ai pu. Alors là, c'est. Comment dire j'ai oublié le nom. Mais on va dire que les conditions n'étaient pas optimales pour pouvoir capter, mais je me suis dit que vu que j'allais pas avoir énormément de sons à donner, de sons différents à donner pour cette conférence, en tout cas pas un panel d'éléments qu'on pouvait retrouver dans la société viking, je me suis dit bon, j'espère que pendant la fête médiévale de Dives, je vais pouvoir capter des sons. Alors forcément sur une fête médiévale c'est très compliqué, il y a toujours du public partout, il y a toujours plein de bruit. Je me suis dépêchée une matinée pour essayer d'aller capter avant que le public arrive, mais en fait il y avait des gens qui montaient un barnum, il y a des gens qui discutent, donc ça reste très compliqué. J'ai quand même fait quelques prises de son, donc je vais vous laisser identifier. Je suis contente d'avoir eu ces sons-là, et puis j'ai eu quelques informations aussi par la personne, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, super. Là, il y a plusieurs... De quoi? Pas du tout, non. Allez, je vous aide, on est plutôt dans les activités féminines. Enfin, on est clairement dans les activités féminines. Les filages de laine. Un métier à tisser. Hop, voilà. Donc ça, alors, je remercie Karine Renard que j'ai vraiment, pendant la journée, en me baladant, je suis allée à la voix, je lui ai demandé si elle était d'accord que je vienne l'enregistrer le matin. Donc voilà, donc ça c'est un métier à tisser standard qu'on trouve de l'âge de bronze jusqu'au XVe siècle. Du coup, vous avez... alors là c'est du lin, je le précise, là j'ai pas les...
Oui, oui. Alors là, tu peux couper. Non, mais tu me poses. Là, le tchac, 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 c'est en fait... alors oui, déjà, par rapport... je dis que c'est du lin. Moi, je ne sais pas encore reconnaître ça, mais Mylène Pardoen, elle dit bien que elle est tellement entraînée qu'elle est capable de... Enfin, du fil de laine ne produisent pas le même son quand il est travaillé. Moi, j'en suis pas là du tout. Mais c'est pour ça que je précise quand même la matière. Donc le tchac, 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 vous entendez. Vous voyez qu'ici, il y a deux côtés en fait, de fil vertical. Et elle vient, elle appelle ça une épée en bois. Elle a une épée en bois et elle vient entre et elle vient tasser les fils pour que le tissu, en fait, il n'y ait pas de trou entre les fils. Alors là, il y a deux sons. Il y a le choc, le clac, où là, c'est ici, alors je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, la barre qu'elle va déplacer pour que justement les fils verticaux puissent s'entrecroiser. Et ensuite, elle peut passer, on la voit ici, ce qu'on va appeler une navette. La navette, elle va passer entre les deux. C'est ce qui va permettre de faire le maillage horizontal. Puis ensuite, elle va réinverser, elle passe la navette dans l'autre sens, etc. Et vous avez un petit son beaucoup plus aigu. Je ne sais pas si on... Voilà, là. Vous avez entendu des choses qui s'entrechoquent. Eh bien, c'est ça, c'est en argile et ça s'appelle du peson, tout simplement. C'est un peu le principe du fil à plomb. C'est ce qui va permettre de lester les fils de lin pour qu'ils soient vraiment bien à la verticale. Donc vous avez peut-être entendu d'ailleurs qu'il y a des gens qui parlent derrière, puisqu'elle était juste à côté d'un stand. J'ai laissé, puisque justement c'était quelque chose que Mylène Pardoen avait abordé, la question des gens qui parlent, sauf qu'on ne sait pas quelle était leur langue, tout ça. Donc le parti pris, c'est de ne pas mettre de la verbalisation, mais juste des sons où on entend que des gens parlent, mais on ne peut pas savoir ce qu'ils racontent. Voilà, tu peux... Ouais. Non, tu peux changer le suivant. Alors, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Sinon, ceux qui étaient là hier soir, ils vont peut-être reconnaître. Tout simplement un jeu de dés, hein, le jeu de dés qu'on va faire soulever sur la table. Pourquoi les jeux de dés? Parce que c'est le jeu traditionnel du soir sur le camp. Voilà. Voilà, techniquement, tout le monde devrait pouvoir reconnaître. Alors j'ai entendu des gens là-bas, on s'en rapproche, c'est un peu le principe, mais c'est pas... C'est pas un saucisson, c'est jambon. Ah, oui. C'est la pluche d'un oignon, en fait, la pluche et le découpage d'un oignon.
Alors pourquoi, vous comprendrez après pourquoi j'ai voulu vous faire écouter ce son. Je vous ai dit au début, tout à l'heure, de bien garder en tête les différents sons. Donc vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors là, ça devrait être familier à certains aussi, pas mal d'entre vous. Là, on est au bord de la mer. Voilà, donc on a fait tous des sons que je voulais vous faire identifier. Du coup, je vais aborder rapidement la question du rapport à l'écoute et au son. Puisque, bon, on peut supposer que au niveau physiologique, l'homme médiéval devait avoir une oreille à peu près comme nous. Par contre, notre manière d'écouter a totalement changé, puisque nous, à notre époque, on est énormément pollué par plein de bruit. Ce qui n'était... beaucoup de bruit aussi créé par l'homme, les véhicules, tout ça. Quand on va dans une ville, on peut pas y échapper. Et du coup, ce qui a aussi réduit énormément notre champ acoustique, notre champ acoustique, et l'importance qu'on donne aussi à l'ouïe. On ne l'utilise pas forcément comme notre premier sens, et alors qu'à l'époque du Moyen-Âge et au temps des Vikings, c'était quelque chose qui était très important. Alors déjà, au temps des Vikings, on était chez les Scandinaves, c'était une société plutôt orale. On a très peu d'écrits, donc il passait beaucoup par l'oral, donc on se doute bien que l'ouïe était quelque chose de très important. Et puis c'était aussi, on se guidait aussi beaucoup à l'ouïe. Et puis il y avait aussi le rapport, le fait qu'il y avait moins de pollution sonore, ce qui fait qu'on pouvait aussi entendre à des distances plus longues. On était sûrement capable d'identifier des sons même d'identifier plus ou moins une distance grâce au son. La localisation aussi, ça vient à gauche, ça vient à droite, etc. Et puis je pense que par exemple en combat, on l'a vu, surtout quand on est en ligne, le petit exercice avec la balle ce matin aussi, où quand on nous interpelle, c'est bien de savoir d'où vient la balle, ou d'où vient l'attaque, etc. Et voilà, donc notre rapport à l'écoute a changé, et voilà, on peut supposer que autrefois, et notamment chez les Vikings, les sons étaient beaucoup, le sonore était beaucoup plus utilisé. Il y a un autre élément que je voulais aussi aborder avec vous, c'est la question de l'empreinte sonore. Puisque là, je vous ai fait écouter des sons qui, pour vous, peuvent être un peu... vous les entendez, ils pourraient être gênants pour vous, ils sortent du quotidien. La question de l'empreinte sonore, c'est encore Murray Schafer qui l'a utilisé. Et en fait, c'est le fait de ne plus entendre un son ou même un bruit à force d'être répété. Vous pouvez en faire par exemple l'expérience si vous avez une VMC chez vous. Vous l'oubliez en fait. Vous êtes chez vous, vous faites même plus attention qu'elle est là. Mais c'est le jour où elle s'éteint où vous percevez en fait que vous êtes dans le silence, et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait il y avait un son, un bruit qui était présent. Donc ça, c'est l'empreinte sonore. Moi, pour l'anecdote, quand j'étais à Dijon, vu que je faisais mon mémoire sur les grelots, du coup, comme je vous disais, j'avais attaché un grelot à mes clés, et forcément, vu que je me déplaçais qu'à pied, je faisais pas mal de bruit, mais je m'en rendais pas forcément compte, et c'est un jour en marchant avec une copine qui m'a dit mais le bruit que tu fais, c'est impressionnant. Et en fait, moi, j'en avais même plus conscience. Je l'entendais pas. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de cette anecdote
pendant une autre conférence. Il y a Catherine Ingracia, donc c'est une personne qui est assez connue dans le milieu de la danse médiévale, qui expliquait que pendant une fête médiévale, elle avait passé toute sa journée avec un costume recouvert de grelots, et qu'en fait, à la fin de la journée, elle n'entendait même plus les grelots. Donc je trouve que cette question de l'empreinte sonore, elle est intéressante parce que on peut aussi se poser la question pour les Scandinaves et puis au Moyen-Âge en général, qu'est-ce que il y a peut-être des sons pour nous qui vont nous paraître agaçants ou choses comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre, mais par contre les gens en fait qui les entendent tout le temps n'y font plus attention, ça ne les dérange plus. Et d'ailleurs, c'est une des questions que je me suis posée, puisque là, je vous ai mis quelques exemples de grelots. Alors, vu que c'était l'objet de mon mémoire, je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire cette conférence sans parler de grelots. Voilà quelques-uns qui ont été retrouvés lors de fouilles. Alors, essentiellement, à part celui de droite en haut qui est d'Islande, et qui ressemble plus à une cloche. Alors d'ailleurs là, dans le catalogue d'où est tirée l'image, il parle d'Islande. Dans un livre plus récent, il parle plus d'une clochette, et en Angleterre. Donc c'est vrai que ça a plus l'allure d'une cloche. Sinon, vous avez ici, vous avez 2 grelots qui ont été retrouvés dans une sépulture de fillettes. Et là, vous avez un petit grelot au niveau d'une parure. Une femme retrouvée encore dans une sépulture et encore une autre sépulture où là, vous avez plus d'une dizaine de petits grelots sur ce collier-là. Donc, j'ai pas eu les moyens forcément de creuser. C'est tous des pièces qui sont plutôt vers la Finlande, dans des tombes où il y avait du matériel à la fois slave, scandinave, parfois oriental ou russe. Et par contre, ce qui revient à chaque fois, c'est que c'est dans des tombes féminines. Et plutôt sur les parures. Alors pour la fillette, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas un jouet, comme les hochets, puisqu'au Moyen-Âge, ils le disent qu'ils pouvaient avoir des grelots comme hochets. Et puis sur les parures, moi ce qui me pose question, alors il y en a qui disent, dans certains documents, ils parlent de grelots amulettes, ce qui est totalement probable. Mais pourquoi du coup, pourquoi essentiellement les femmes ? Mais voilà, est-ce que c'était aussi un moyen pour les personnes qui portaient ces parures de dire voilà, j'arrive dans le lieu, je suis là. Et elles, par contre, elles n'étaient pas forcément gênées par ce son, puisque elles avaient l'habitude de les porter et d'entendre le son. Donc, au bout d'un moment, elles n'y faisaient plus attention. Donc voilà, encore des interrogations. Donc si un jour vous rencontrez dans vos lectures des grelots qui parlent de grelots et d'hypothèses, je suis totalement preneuse. Donc voilà. Non mais juste des références. Donc voilà, donc ça c'était... on touche à la fin de la conférence. Là je vais... Je peux intervenir. Oui. Je ne sais pas si tu me connais, moi, bonjour. Donc il y avait ça aussi. Genre d'instrument, je ne sais pas si tu en as. Pas du tout. En fait, ça, c'était un genre de hochet qui a été retrouvé dans la bateau-tombe d'Osberg. Donc on suppose que ça pouvait avoir un intérêt rituel. Et il y a plusieurs types. Donc on devait manier à la main. Celui-là, a priori, était accroché au mantelet d'un chariot. J'allais dire chariot, peut-être. Ouais, d'accord. Ça fait pas mal de bordel. Et plutôt rituel du coup. Plutôt rituel. D'accord. On ne sait pas vraiment, on suppose que c'est rituel. D'accord. Donc toutes ces histoires d'amulettes, tout ça, c'est probable aussi. Donc pour avoir un petit peu placé ça, je pense que c'était quelque chose qui était plutôt pour éloigner les esprits ou les attirer, ce genre de choses. Pour consacrer un endroit, de le consacrer aussi avec le son, ce qui était apporté d'oreilles du clocher, de peut-être la protéger. Enfin, voilà, c'est des suppositions qu'on peut faire. Super, merci. Pour avoir un peu de statistique sur la technique de cela, il y en a
c'est deux femmes qui sont enterrées. Et elles ont un bordel c'est dingue. Elles ont des boîtes un chariot, enfin, c'est considérable. C'est exceptionnel comme tombe, et c'est des femmes. Ce qui fait qu'on a un matos de ouf dedans. On n'a pas chez les tombes masculines. On a deux types de matériel dans les tombes masculines. Souvent on dit qu'une tombe masculine, ça a été pendant très longtemps la référence, on dit qu'il y a des armes, c'est des tombes masculines. Jusqu'au jour où ils sont tombés sur une des tombes de Dirka, je ne sais plus le numéro, où ils ont analysé cette tombe où la personne est enterrée comme ça. En fait, elle n'était pas enterrée comme ça, elle était enterrée sur un tabouret, probablement assis, et puis ça s'est effondré et tout. Et en fait, c'était une femme, celle-là. Et elle avait tout un master d'armes. Et c'est là où on a ouvert la boîte de Pandore pour dire que les femmes étaient en train de se battre. Et maintenant, ils nous font chier à vouloir nous mettre sur la gueule tout le temps. Mais donc, la tombe d'Osberg, il y a un sacré bazar dedans. Et c'était deux femmes dedans. Donc, le rang social des femmes et l'importance d'une femme chez les Scandinaves, je pense qu'on a encore à y prendre de la peine. D'ailleurs, la tombe d'Osberg, pour en revenir au rocher magique, on suppose, enfin, les études portent que c'était au moins une des deux était une magicienne, et notamment la baguette magique, le Distaffel, donc c'est vraiment la baguette de magicien de Harry Potter, quasiment, ça permet de lancer les sorts, de tisser les fils du destin. Et souvent dessus, il y a justement des éléments mobiles qui permettent de faire bling. Peut-être que le son, justement, on disait il y a 10 minutes, participer à la magie. Oui. Tout le côté amulette, rituel, je pense probablement qu'il y a beaucoup de ça, mais si on regarde un peu plus à l'est, dans la culture moyen-orientale, remontant jusqu'à Sumer, Akkad, Babylone, et encore aujourd'hui en traversant la Perse, le grelot et la sonorité dans la parure est quelque chose qui a toujours été très très présent. Et on retrouve dans des anciens textes le concept de parfum sonore. Et là on parlait de l'ambiance générale sonore. Quand on pense à la parure dans notre société, on est maintenant les yeux, le nez. Comme tu disais tout à l'heure, on perd un petit peu ce concept de bruit dans tout ça, mais quelque part l'attractivité d'une personne ou le personnage que quelqu'un veut mettre en avant dans une culture qui reste très attachée à lui, ce genre de parure est complètement cohérent. Et puis il y a le côté aussi de je m'annonce. Chose qui. Alors pareil, je reviens à la souffrance dont je parlais tout à l'heure, où j'ai été marquée par cette réflexion et du coup je l'ai gardée en tête. Mais même aujourd'hui, quand on va, surtout quand c'est quelque chose, on a hâte d'aller. Quand vous êtes dans une ville et vous allez à la fête foraine, et ben vous êtes déjà interpellé, ou même quand vous allez à une fête, dès que vous entendez les gens qui commencent à parler et tout, vous êtes déjà dans l'ambiance parce que ça y est, on arrive à retrouver des gens, tout ça. Donc le son participe à ce côté de déjà s'annoncer avant même de voir. D'accord, mais même s'annoncer, ça aussi c'est très culturel, et on passait beaucoup de temps au Moyen-Orient. Le parfum, masculin et féminin, on s'annonce. Je te sens venir. Au Moyen-Âge, tu sais, il y a les pommes de senteur. Absolument. Mais je te sens venir, et on est aussi dans un contexte, là je parle pas encore du parfum, mais je pense que d'un point de vue politique, c'est le même genre de principe. On a encore partout, surtout dans les pays du Golfe, des assembleurs de parfums. On porte son parfum. On ne porte pas un parfum fake, on ne porte pas du Chanel. C'est pas, je m'en fous de l'odeur de Chanel, mon odeur à moi, c'est celle-ci. Et avec ça, je m'annonce, on en porte beaucoup. Nous, Européens, quand on y va, on a tendance à dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il se parfume ?» Mais il y a cette idée aussi de « je m'annonce ». Je ne suis pas encore là, tu me sens mieux. Et tu me reconnais, surtout. C'est ça, la chose importante, c'est « Ah, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel. » Donc, je pense qu'il y a... De toute façon, c'est tellement plus
réflexe quand on est en train de dire est-ce que c'est factuel, est-ce que c'est un colo Et puis encore une mentalité. Peut-être, sans doute, c'est tout. Ce qui reste peut-être un peu aujourd'hui, c'est le bruit des talons, le bruit des sentiers ferrés qu'on peut choisir d'avoir pour s'annoncer quand on arrive dans un couloir. C'est un tel qui arrive parce qu'il n'y a que lui ou il n'y a que elle qui a ce bruit-là. Mais après, encore une fois, aujourd'hui, il y a encore des sons qui nous marquent. Mais c'est pour ça ce que je vous disais en introduction, c'est vraiment ce côté de peut-être que vous pourrez être plus sensible encore au son que vous entendez. Du coup, juste avant de conclure, je vais vous demander encore une dizaine de minutes d'attention, si vous êtes courageux. Puisque là, je vais vous proposer une fresque sonore. Alors, pourquoi j'appelle ça une fresque sonore et pas un paysage sonore? Parce que je vous ai dit que dans un paysage sonore, en fait, il y a tous les éléments, il faut prendre en compte tous les éléments de la nature, du lieu qu'on capte, tous les sons, etc. Ce que je ne suis pas capable de faire encore pour le moment. Du coup, je parle plutôt de fresque sonore, puisque l'idée, ça va être d'écouter comme si on lisait une fresque. Donc j'ai créé un arrangement des différents sons que vous avez entendus, en essayant de créer une sorte de petite histoire. Donc on va suivre quelqu'un qui est d'abord à l'intérieur, donc plutôt le côté féminin, on va dire, avec les tâches ménagères et tout. Et puis ensuite la personne, elle va sortir et puis elle va déambuler à travers peut-être un village jusqu'à arriver en bord de mer. Donc voilà, pour quelques minutes encore, je garde votre attention et puis je vous souhaite bon voyage.
que vous avez réussi à vous faire un petit film dans la tête et que j'ai réussi un peu à vous embarquer avec mon tout petit niveau de maîtrise du logiciel. Voilà, donc une prochaine et peut-être pour de nouvelles aventures, puisque vu que j'en suis qu'au début, j'espère pouvoir alimenter ma base de son après, enfin continuer et pourquoi pas offrir plus tard des paysages sonores un peu, enfin de vrais paysages sonores et pourquoi pas des fresques en tout cas plus élaborées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé aux captations, qui m'ont poussé à faire cette conférence aussi.